m'avait pas briefé. Excusez-moi, il ne m'avait pas briefé, j'ai posé des questions. Je pense qu'ils vont faire Il faut que vous m'excusiez. Hein. Je suis arrivé dans la nuit, c'est mon tort. Ils avaient souhaité me rencontrer hier, mais moi-même, je suis arrivé dans la nuit. D'accord? Bon, voilà ce que je vous suggère. On va être pratique. Donc, chacun va prendre la parole. Il va présenter son expérience. Bon, il y aura des éléments communs, mais il y aura des éléments spécifiques. Je pense que c'est ça qui est mieux parlant. Évitez de vous cadrer dans quelque chose, quoi. Donc, je vais donner la parole à chacun. Il va présenter en fonction de son expérience, sa réalité, comment il a approché les problèmes, ce qu'il a obtenu comme résultat, s'il a des pratiques, de bonnes pratiques qu'il veut partager avec nous, des leçons apprises. Voilà, c'est ouvert, d'accord, n'est-ce pas? Bon, j'ai vu qu'on risque de commencer par le Sénégal qui nous a invités. Je commence par la Gambie. Gambia, you have the floor. All right, thank you very much, Mr. Moderator, and good afternoon to all listeners. On the basis of the regional workshop on the development of a regional strategy for the integration, settlement of young people in the agroforestry, pastoral and fisheries sector, the Gambia has conducted several case studies regarding the development of this. I will briefly give you the background situation and the demography of the Youth College of Nakofak. I'll also showcase the activities carried out during the period, that is for the past 5 years, the planned activities for 2018 to 2020, the challenges as well as the recommendations and the conclusion in brief. The National Coordinating Organization for Farmers Association, NACOFAC, which we all know is a network of 16 farmers, forest and fisheries organizations, referred to as federations, equally composed of a network of young people referred to as the Youth College. Now, the Youth College of NACOFAC was established in May 2009 with the sole objective of mobilizing young people within the farmers organization to venture into participatory agriculture development through productive and reliable food, nutrition, and income security. As has been highlighted by many speakers this morning, it has its structures, its governance that is elected into office every 3 years, with membership of 4,167 youths, out of which 51% are male and 49% female youth between the ages of 15 to 35 years. Over the years, its activities are carried out by the committee represented from each member federations and monitored and supported by the technical team of NACOFAC, headed by its national coordinator. The Youth College is characterized, the initiatives characterized, 63% of these young people are found in the rural communities, either engaged in family farming, food processing and preservation, production of groundnuts and vegetables, poultry production, livestock activities, aquaculture, and community forest management are all issues in which the young people
of NACOFAC has been involved in the past. 27% of these members are based in the urban city center, engaged in marketing of commodities, that is agricultural products, fisheries, livestock at the syndicates, and individual entrepreneur initiatives in one hand, while on the other are engaged in advocacy programs, information and communication technology, among others. For the members of the youths in the Gambia, related to the farmers' organization, 7% of these are also engaged in the industrial and artisanal fisheries sector, either as collectors, as harvesters, processing, and or marketing. While 3% of these members are involved in livestock. Now, on the initiatives that we have capitalized, NACOFAC has designed strategies to help engage youth to specialize on rural initiatives, with special attention on agribusiness, leadership, entrepreneurship, governance, communication, community outreach activities. Also, youth-led initiatives, like the president of NACOFAC spoke, the youth has to take the lead, either in policy, in dialogue, so they have their own initiative that they think is more viable to generate income for them or to keep them employed. And also further on that, we have the community outreach and mentorship program that has also been established to engage young people, youth-to-youth dialogue, youth-to-youth initiative, youth-to-youth campaign and program. So that has also been part of the initiative. During the past 3 years, the young people have conducted following activities with support from local regional partners as well as the Ministry of Youth and Sports in the Gambia, which NACOFAC is keenly collaborating with. Conducted advocacy on the Economic Partnership Agreements, that is the EPAs, to campaign against denouncing signing of the agreement by the then government of the Gambia. And this has yielded dividends. Several campaigns has been conducted on that. Conducted advocacy, participated in the International Year of Family Farming, IYFF 2014. 43 of the youth trained on enterprise development in partnership with the Ministry of Agriculture on agribusiness initiatives. 60 youth trained on record keeping and proposal development to be able to have their own skills and knowledge to be able to address their challenges. 5 of the young people in 2016 and 4 in 2017 participated in international trade fairs in Dakar, Cote d'Ivoire, and among others. Okay, further to this, in May 2016, 112 youth participated in the campaign on fair trade and trade justice in collaboration with ActionAid the Gambia. We have been involving in this process. We have also capitalized the fact that 60 youths were trained on post-harvest losses, food processing, that is on value addition, and agronomic best practices in collaboration with FAO. There is a project that NACOFA is benefiting, that is Forest and Farm Facility FAO project, and the GAFSIP project, which is known as FASDEP, the Ministry of Agriculture, has engaged NACOFA to promote this. Another development that has been capitalized for the young people in the Gambia is that 356 youth in August 2017 participated in a national tree planting exercise in collaboration with the Ministry of Forestry and Environment, funded by FAO Forest and Farm Facility Program. In mid-2017, 25 youth trained on aquaculture techniques in collaboration with the government project is funded by IFAD. In collaboration with ASPRODEP and Hub Rural, 14 youths participated in the National Policy Dialogue at different events on the development and formulation processes of the Gambia National Agricultural Investment Plan. So these are some of the issues that has been capitalized up to recently. We have some planned activities that are upcoming in terms of entrepreneurship, leadership, and information technology youth camp that NACOFA envisaged with funding to implement that. And also youth mentorship program, that is peer mentoring. We want to engage about 300 young people in this process in the coming, in this 2018 to 2020. We're also looking forward to rural entrepreneur venture creation and experimental learning on best practices. Also, we have capitalized on the fact that the promotion of agricultural value chain interaction platform, AVIP,
project is a program that NACOFAC is driving from the young people that they themselves has instituted. Organized what we call the Rural Youth Award. We want to award the 10 best youths that are involved in entrepreneurship. We have capitalized on this because they have been supported, and we want to continue to give them award annually. And what we refer to as the International Youth Day. This is a TESITO self-help scheme. We want to organize on this. Mr. Moderator, just about to conclude on few points, the challenges and the constraints. The effects of climate change on productivity is a concern for the young people as a challenge, as highlighted by speakers this morning. Agriculture sector not attractive, as claimed by some of the young people, but there is advocacy, there is mentoring, there is knowledge sharing to make it more lucrative for them to engage into agricultural activities. Then access to microcredits, lack of collaterals, access to implements, seeds, fertilizer, among others. And to make some recommendations, we have the National Youth Policy, but that National Youth Policy does not address more on youth engagement in agriculture. So this time, NACOFAC has to engage the Ministry of Youth and Sports to make sure that the youth policy addresses issues concerning agriculture. Ownership and access to productive land, training capacity, as mentioned by others, awareness creation, among others. So to conclude, we are saying in the Gambia, the youth population based on the 2013 National Population Census is at 53% between the ages of 13 to 25 years. So this is a very big population. Therefore, investing in this group is timely and necessary for the creation of jobs, income, and food security. On that note, Mr. Moderator, I thank you, all of you, for your attention. Thank you. Ok, merci bien. Alors, pour le cas de Burkina Faso, je pense que l'expérience a commencé il y a très longtemps. Alors, les jeunes avaient des difficultés donc, pour accéder donc, aux projets et programmes de l'État. C'est ainsi que les jeunes se sont tournés donc, vers leur fédération d'origine pour qu'on puisse donc les accompagner. L'expérience a commencé avec la Fédération des professionnels agricoles, notamment la FEPAB, qui en 2009 a décidé de mettre en place un programme jeune. Alors la fédération s'est posé la question comment mettre en place un programme jeune. C'est ainsi qu'après mûre réflexion, 6 étapes ont été nécessaires pour mettre en place ce programme-là. La première étape, c'est la zone d'intervention. Les moyens, bien sûr, donc, de la fédération étant limités, notamment les moyens financiers et les moyens techniques. Les besoins des jeunes étant nombreux, c'est de réfléchir et voir comment est-ce qu'il faut mettre en place ce programme-là dans des zones bien précises pour que ça puisse réussir. C'est ainsi que 3 zones ont été donc identifiées. C'est la zone est du Burkina Faso, la partie est, notamment la Tapoa, la partie nord, Passoré, et la partie ouest, la Boko de Mouhoun. Ça, c'est la première étape. Donc, définir donc, les zones d'intervention du programme. La deuxième étape, c'est l'étape information, sensibilisation donc, des jeunes. Des séances ont été organisées dans ces 3 zones, avec bien sûr donc, les groupements de jeunes, membres de la FEPAB et les groupements non membres. Cela a permis donc de définir de façon globale qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes et qu'est-ce que les jeunes peuvent attendre bien sûr donc de la FEPAB. La troisième étape, c'est l'étape diagnostic. Alors la fédération s'est posé la question quel type d'appui apporter donc aux jeunes concernés. C'est ainsi qu'il y a donc eu des séances d'entretien et d'échange avec les jeunes pour définir de façon concrète quels sont les besoins et les contraintes de ces jeunes-là. Alors, de ces échanges, il est sorti donc plusieurs besoins. Et ces besoins ont été résumés donc en 3 grands points. Le premier besoin, c'est les besoins liés donc au renforcement donc des capacités, notamment les formations liées, formation technique, formation économique, en leadership, etc., etc. La deuxième contrainte, c'est les contraintes liées donc
à l'accès aux facteurs de production, notamment les équipements, le foncier, les intrants, le financement. Et le troisième type donc de besoins, c'est les besoins liés à l'accès au marché et aux services. À partir donc de ces besoins collectés, il a été analysé. Et l'étape qui suit, c'est l'identification donc des jeunes. C'est de chercher à savoir quel est le profil type de jeunes à accompagner. Et pour y arriver, il y a eu un certain nombre de critères qui ont été définis. Et parmi ces critères, il y a le critère d'abord, premièrement, il faut que le jeune soit membre donc, de la structure concernée, la FEPAB. Il faut être membre donc, de la structure de la FEPAB dans ces 3 zones concernées. Le deuxième élément, c'est le critère âge. Il faut avoir un âge compris entre 18 et 35 ans pour être accompagné. Troisième critère, il faut disposer donc du foncier, soit personnellement ou à travers donc la famille. Et enfin, il faut être déjà dans l'activité agricole. Donc voici les critères qui ont été définis pour faire le choix de ces jeunes-là. Une fois que les jeunes ont été choisis, ils ont été encouragés à constituer ce qu'on appelle donc les commissions jeunes dans ces 3 régions. Pour faciliter donc l'accès aux services, les jeunes ont été constitués donc en commission jeunes. Et l'étape qui suit, c'est l'accompagnement donc de ces jeunes dans le choix de l'activité et également donc dans l'élaboration donc du projet. Donc il y a eu des rencontres avec ces jeunes pour leur amener à choisir donc le bon projet. Et il y a eu bien sûr donc beaucoup de projets donc, qui ont été choisis, mais après mûre réflexion, en fonction donc des conditions donc, des zones, les jeunes se sont orientés donc sur des métiers bien précis. Et après la FEPAB les a accompagnés à élaborer donc leur projet. Donc chaque jeune a pu avoir donc un projet bien élaboré. Et l'étape qui suit, c'est la mise en place d'une stratégie globale d'accompagnement à l'installation donc de ces jeunes. À travers donc les diagnostics, l'identification des jeunes et les projets, la structure a pu mettre en place une stratégie globale pour accompagner ces jeunes-là. Alors, comme résultat obtenu, le projet a démarré en 2009 et en 2016, il y a eu une évaluation. Et l'évaluation a montré que de 2009 à 2016, il y a plus de 1200 jeunes qui ont été accompagnés pour développer donc leurs activités. Et ces activités, c'est à travers, bien sûr, donc, les éléments de diagnostic identifiés au départ. Les jeunes avaient parlé des problèmes de renforcement des capacités. Le projet a permis aux jeunes de pouvoir disposer donc des formations en gestion, des formations sur la planification. Et ces formations ont été dispensées par un dispositif donc, de proximité que la FEPAB a pu mettre en place. C'est à travers donc, les animateurs de conseil à l'exploitation familiale. Et ceci pour assurer donc, la durabilité. Et ces animateurs, c'est des animateurs qui sont proches, qui sont des producteurs modèles, qui sont résidents dans ces zones et qui disposent des compétences nécessaires dans les domaines bien précis. Les jeunes ont exprimé également donc, des formations et dont la FEPAB n'avait pas les compétences à l'interne. Il a été fait appel à un certain nombre de personnes ressources et des centres de formation. Bien sûr, il y a un centre de formation qui se trouve au Burkina Faso, qui est le centre de formation de Matoulkou, qui apporte donc des appuis aux jeunes. Ces jeunes ont été formés donc dans ces centres-là. Autre besoin également, c'est les voyages d'études. Le projet a permis donc à un certain nombre de jeunes de viser un certain nombre d'exploitations, aussi bien donc au Burkina qu'à l'extérieur. Au Burkina, ces jeunes ont séjourné donc dans les exploitations pour apprendre au mieux comment diriger une exploitation. Au niveau externe, des jeunes ont été au Bénin, notamment au centre Songhai, pour pouvoir donc visiter donc ces exploitations, rester pendant un certain nombre de mois pour comprendre comment est-ce qu'une exploitation est gérée. Il y a eu également donc un voyage d'études en France de jeunes
qui allaient apprendre et revenir donc gérer les exploitations. Sur la contrainte liée au facteur de production, le projet a permis aux jeunes de mettre en place ce qu'on appelle donc des CUMA. Les CUMA, c'est les coopératives d'utilisation donc des matériels agricoles. Parce qu'une des contraintes, c'est que les jeunes n'avaient pas donc d'équipement et de matériel nécessaire pour exploiter. Les jeunes, en mettant ensemble, ont mis en place cette coopérative pour faciliter donc l'accès aux équipements. Une CUMA est composée donc d'une paire de bœufs, d'une charrue, d'une houe et d'un buteur. Et cela permet donc aux jeunes qui n'avaient pas les moyens d'avoir donc ces équipements-là pour pouvoir exploiter. Cela permet également donc aux jeunes de mettre ces équipements à la disposition donc des producteurs et de tirer donc des revenus à ce niveau. Sur les problèmes liés donc au foncier, il y a eu donc des plaidoyers auprès bien sûr donc des chefs coutumiers, des chefs d'exploitation, pour qu'on puisse céder une partie donc du foncier aux jeunes et permettre donc leur exploitation. Ces jeunes ont pu donc bénéficier, soit on les a donnés gratuitement, soit par location. Au niveau donc des intrants, la FEPAB chaque année, des intrants et des financements, prend donc des crédits et cela profite donc à ces jeunes. Il y a un quota qui est réservé donc aux jeunes pour les intrants et pour les financements. Ensuite, la dernière contrainte, c'était la contrainte liée au marché et aux services. Alors, la FEPAB organise chaque année ce qu'on appelle donc des commercialisations groupées. Et les jeunes profitent donc de ces occasions pour pouvoir écouler donc leur production. Alors, après cette évaluation, je pense que les résultats ont été probants. Et l'idée, c'est de mettre à l'échelle donc cette expérience. L'expérience a été menée donc dans trois provinces. Et ça a été mené par une seule OP. Et il n'y a que 1200 jeunes qui ont bénéficié. L'idée, c'est que la CPF puisse s'en approprier. La CPF, c'est 15 fédérations, interviennent dans tout le territoire national et est composée de plus de 65% de jeunes. C'est de voir comment mettre à l'échelle cette bonne expérience pour que beaucoup de jeunes puissent en profiter. C'est ainsi que la FEPAB elle-même est en train d'élaborer donc une stratégie globale pour étendre donc son appui à tous les jeunes de la FEPAB. Parmi également donc les fédérations membres, sur les 15, il y a 10 qui ont déjà donc un programme jeune à leur sein. Et la CPF, en tant que fêtière, est en train de mettre en place un programme jeune. Depuis 2017, un programme jeune pour accompagner donc les fédérations dans l'appui aux jeunes, notamment l'aspect lié donc au renouvellement donc des générations. C'est ainsi que beaucoup de jeunes ont bénéficié donc des formations liées donc en leadership, à négociation commerciale et recherche de marché. La CPF également accompagne les jeunes dans la commercialisation de leurs produits à travers donc l'organisation donc des foires et journées promotionnelles. En termes donc de difficultés, ce qu'on peut dire, c'est surtout donc l'aspect foncier qui est un problème sérieux, parce que tout simplement, les jeunes, même s'ils ont eu une petite portion, ils ont des difficultés pour avoir bien sûr donc les attestations de possession foncière. Et le travail est en train d'être fait à travers donc des plaidoyers pour que les jeunes puissent avoir donc des APFR. L'autre difficulté, je pense que le jeune a présenté tout de suite donc sa difficulté, c'est le financement. Alors l'expérience qui a été développée ici, ça c'est en interne et ça permet donc aux jeunes d'avoir donc des financements donc pour mener leurs activités. Mais auprès donc des institutions, des banques et institutions financières, les jeunes ont des difficultés donc à avoir donc des financements. Donc ce travail est en train d'être fait et l'espoir, c'est avec bien sûr donc la banque agricole qui verra le jour qu'on essaiera donc de faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès donc à ces crédits. Il y a également donc un problème lié aux jeunes. Parce que nous venons de faire une évaluation donc de ce programme-là. Il est apparu que bien sûr donc les parents ont concédé une partie des terres ou des exploitations donc aux jeunes. Malheureusement, certains jeunes n'ont pas donné donc le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui fait que dans le choix des jeunes, je pense qu'il est très très important donc de bien cibler les jeunes à accompagner
À travers cette expérience, nous avons compris qu'en réalité, il faut faire un bon choix. Les jeunes qui s'intéressent à l'activité pour pouvoir donc réussir donc, ce programme-là. Voici ce que je pourrais dire pour le cas du Burkina. Merci bien. Merci beaucoup, Yamar. Bon, en fait, comme je l'ai dit, hein, je n'étais pas la personne qui devait faire cette présentation, c'est le président de la Fédération des jeunes ruraux qui devait venir même. Il s'est présenté à l'aéroport et Air Mauritania avait fait surbooking. Ils ont refusé de l'embarquer. Bon, donc c'est à cause de cela que je suis malheureusement désigné pour vous présenter ce que nous faisons en matière d'accompagnement et d'installation des jeunes en milieu rural. Je veux juste préciser que ce que fait la CNOP ne se situe pas dans le cadre d'un projet. C'est vraiment une vision. Cette vision, nous l'avons construite à partir de 2009, où, suite aux réflexions internes, on s'est rendu compte que l'exploitation agricole familiale était dans une situation assez compliquée du fait que l'État n'était plus dans l'accompagnement des exploitations agricoles familiales dans la plupart des zones marginales. C'est-à-dire que si vous prenez le coton ou le riz, vous allez trouver peut-être une petite présence de l'État en termes, disons, de conseil agricole. Mais les autres zones de production, il n'y a plus rien. Et quand on fait des projets, les projets ne touchent pas les gens réellement. Donc ça veut dire, nous, on s'est dit, si on reste dans cette situation, on va dans une situation de stagnation des exploitations familiales. Et c'est aussi au sein de cette stagnation, pour cette stagnation, la complication majeure, c'est les jeunes et les femmes, qui deviennent encore plus exclus que les autres membres. Donc il fallait des solutions. Et sur cette base-là, comme nous avions une infrastructure que nous avons héritée d'un forum mondial que nous avons organisé en 2007, le Forum mondial sur la souveraineté alimentaire, on avait construit un village, le village Nyeleni, où on peut héberger en gros plus de 200 personnes en même temps. On a des salles de formation, on a des espaces de restauration, on a tout, on a les infrastructures, on a l'équipement. Donc on s'est dit, le centre devient notre centre de ressources pour la formation. Donc on va choisir des jeunes issus d'exploitation familiale à qui nous viendrons donner des outils pour pouvoir être autonomes. C'est-à-dire, nous allons les extraire des griffes de l'agriculture qu'on est en train de vendre aujourd'hui, agriculture chimique, comme la solution à travers les projets Agra, Bill Gates et tout ça, pour leur montrer que leur seule chance de s'en sortir, c'est d'être autonome, c'est-à-dire d'être capable de produire ses propres intrants et de pouvoir produire des produits sains qui ne leur créent pas de problèmes de santé, ni à eux, ni à l'environnement, et donc contribuer non seulement à leur bien-être et au bien-être de leur famille et celui de l'environnement. Donc c'était une vision politique. Et nous avons commencé sans aucun financement pratiquement ce processus-là de formation de jeunes paysans qu'on appelait les relais paysans en agroécologie. On choisissait ces jeunes-là, on les amenait, ils faisaient des formations en alternance et puis retournaient dans leur exploitation. Mais la formation, je dois dire, est une formation avec deux piliers. Ce n'est pas une formation uniquement technique agroécologique, c'est-à-dire fertilisation, biopesticides, semences. C'est vraiment une formation politique pour que le jeune soit conscientisé, à comprendre son environnement, les difficultés dans lesquelles il est, pour pouvoir réfléchir et s'en sortir par lui-même. C'est ça la base de la formation. Maintenant, les techniques sont un plus pour s'extraire des problèmes actuels. Toutes les formations commencent par la formation politique, que je dispense personnellement la plupart du temps. Parce que je pense que si nous ne formons pas bien les jeunes, on ne pourra jamais en faire des gens qui vont lutter pour sortir de leur situation. Donc, sur cette base-là, on a formé aujourd'hui, de 2009 à maintenant, 450 jeunes qui sont des formateurs. C'est vrai qu'on en a perdu quelques-uns, parce qu'il y en a qui ont été recrutés par des ONG, d'autres, peut-être, faute d'encadrement suffisant, n'ont pas pu devenir des bons formateurs. Mais la plupart sont des formateurs aujourd'hui qui travaillent au niveau local, qui font de la prestation dans leur milieu.
Donc on a un réseau de fermes écoles où ils font de la formation au niveau à coût très faible, c'est-à-dire c'est pour ne pas avoir des frais de transport, machin. Donc on a ce réseau-là. Donc on a des formations au niveau local, on a des cases agroécologiques à Koulikoro, à Mopti et à Ségou, c'est-à-dire c'est des espaces où les relais se réunissent chaque fois, une fois par mois, pour essayer d'échanger sur comment ils avancent, ils travaillent ensemble. Donc ce travail-là existe et qui est la base de notre travail sur l'installation des jeunes. Et parmi ces gens, on a accompagné beaucoup dans leur propre initiative. On les a accompagnés à monter leur propre projet, disons, soit de développement d'activités ou bien de nouvelles activités. Donc, souvent petit élevage ou bien transformation ou d'autres choses. Donc, on a une expérience dans ça, à travers ces relais-là, comme je l'ai dit, ce travail a commencé depuis 2009. Maintenant, nous utilisons les projets que nous arrivons à capter, parce que malheureusement, on n'a que des projets dans l'environnement. Si on arrive à avoir un financement, on utilise les ressources pour renforcer ce que nous faisons. Donc, on a bénéficié d'un certain nombre de financements que nous utilisons pour renforcer ce dispositif-là. Donc, je ne vais pas faire un long discours, je vais juste vous montrer ça. C'est un rapport qui est écrit par le directeur, je pense qu'on va vous faire des copies, de Nyesigiso, qui est une institution bancaire du Mali, avec laquelle nous avons signé un contrat. Un contrat de fonds, nous on dépose un fonds de garantie, et sur cette base-là, nous avons créé une agence qu'on appelait, c'est un peu, pour ceux qui connaissent l'ASPRODEP, c'est un peu notre ASPRODEP au Mali, agence d'investissement au bénéfice des exploitations familiales, qui aide les jeunes à formuler leurs projets, les accompagne jusqu'au financement et au suivi après le financement. C'est vraiment, on a créé une unité spéciale en parallèle de la CNOP pour accompagner ces initiatives-là. Donc, c'est cette agence-là, on a signé un contrat avec l'institution où nous avons déposé 10 millions de francs CFA comme fonds de garantie. Et la banque, sur la base des projets que nous-mêmes on aide les jeunes à concevoir, finance, si le projet est bon, si on a fini les négociations avec la famille pour le foncier, tous les trucs, quand tous les critères qui sont là sont la banque finance. Et nous, on fait le suivi du jeune. Donc, avec 10 millions, on a financé 10 jeunes. Déjà. Et donc, c'est pour montrer que si on a un bon dispositif, ça peut fonctionner. On n'a pas besoin de l'argent de l'État ou d'autres machins pour faire des choses comme ça. Et ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes en train de recevoir d'aider d'autres jeunes à faire d'autres projets qui vont aller à l'institution et qui seront financés. Donc, on a fait beaucoup de... j'ai parlé tantôt de... On a fait un projet Terre et Paix avec une ONG italienne, COSPE, où on a fait... C'était pour voir comment faire la liaison entre l'installation des jeunes et les questions d'insécurité dans les zones à conflit. Ce qu'on appelle les sortes de lignes de front, Mali, Sénégal, où on veut arrêter justement le fait que les jeunes soient tentés par des aventures, que ce soit rejoindre des groupes armés ou autres. Donc on a fait ce projet, on a fait d'autres projets. Et aujourd'hui, la CNOP vient de bénéficier d'un projet d'1 milliard de francs CFA du Fonds global pour la sécurité alimentaire, le GASP. On a fait le lancement de ce projet avec le partenariat stratégique du FIDA. Ce projet, c'est uniquement pour installer les jeunes. Donc sur les 1 milliard, il est prévu d'installer 1000 jeunes. Et il y a la formation, il y a l'accompagnement, il y a tout dedans. Et donc, ensuite, on a une autre initiative avec le ministère de l'élevage où, sur le fonds, il y a un fonds, une sorte de fonds au niveau gouvernemental, je ne sais pas, ils appellent ça filet social. Donc, nous avons sollicité à travers le ministère de l'élevage le filet social pour 1 milliard pour ensuite encore accompagner les jeunes à s'installer dans le petit élevage. Le projet avait été accepté, mais après, il y a eu changement de ministre. Le nouveau ministre a refusé de financer. Maintenant, il y a eu encore changement et la ministre qui est venue maintenant, c'est une amie à la CNOP. Donc, on est reparti à l'initiative. On espère qu'avant que les élections qui sont dans quelques mois, elle va pouvoir débloquer notre argent. Sinon, je suis sûr que si les élections se font, si elle n'est plus ministre, on n'aura pas l'argent. Donc, il faut se battre.
nous, on croit à ça. C'est-à-dire, l'installation des jeunes, pour nous, ce n'est pas juste une opportunité politique du moment. Ce que j'ai dit ce matin, ça vient de mon cœur parce que je le vis. Je suis convaincu que si on ne réussit pas là-dedans, on va disparaître. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus parce que ce que je vois sur le terrain est extrêmement dangereux. Peut-être que le Mali est particulier, mais le Mali n'est pas en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je dis, je suis à 100 km, ma ferme est à 100 km de Bamako. Même hier, même avant-hier, avant que je ne vienne ici, j'ai discuté avec des jeunes qui disent qu'ils ne peuvent plus se déplacer après 18 heures. Sinon, même en plein jour, on braque les gens pour prendre leur moto. Parce que les jeunes sont désœuvrés. Il faut sortir de ça. Créons des opportunités, on peut le faire. Mais les gouvernements sont dans leur bulle. Eux, ils n'ont aucun problème. Si ça ne marche pas, ils vont aller aux États-Unis ou en France, où ils ont des investissements, mais nous, on va aller où? Donc, il faut qu'on trouve. Donc, nous, on travaille dans ça. C'est pour montrer les réussites. Comme je l'ai dit, il y a le fameux projet FIDA. C'est un projet qu'on appelle FIER, de 28 milliards de francs CFA. Donc, l'idée est venue de moi. Parce que c'est le chargé de portefeuille du Mali au FIDA est un ami. On se connaissait avant qu'il soit chargé de portefeuille du Mali. Quand il est devenu chargé de portefeuille, il m'a dit, il est venu au Mali, il dit, Ibrahim, je vais te voir en première, avant de rencontrer qui que ce soit. On a dîné ensemble. Il a dit, qu'est-ce que tu penses qui peut faire la différence aujourd'hui pour le secteur rural? J'ai dit, investis dans l'installation des jeunes. Et il a accepté l'idée tout de suite. On a monté le projet ensemble. On a tout fait ensemble. Mais dès que le financement est tombé, on a mis la CNOP à côté. 28 milliards. Je l'ai dit, pour aller suivre 2 jeunes sur le terrain, il faut déplacer 11 4x4 remplis d'agents du projet. Payer à 50 000 francs de per diem par jour, plus le carburant. Et le jeune, lui, il a pris un prêt de 500 000 francs, remboursable avec les intérêts au niveau de la banque. C'est ça le développement et l'installation des jeunes chez nous. On ne peut pas se taire avec ça. Donc nous, on les laisse faire leur affaire. J'ai demandé au FIDA officiellement une évaluation externe du projet qui va se faire à partir du 15 de ce mois. Et je suis sûr que le chef du projet est en train de faire dans son froc. Parce qu'il va avoir des gros problèmes. Parce qu'il ne se passe rien. Ils ont déjà fini tous les fonds qui étaient pour l'unité de gestion. Ils ont déjà tout dépensé. Ils sont maintenant dans l'argent même qui est là pour financer. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Et donc le FIDA est dans les vrais problèmes. Mais nous, on va encore enfoncer le clou. Parce que ce n'est pas comme ça. Et nous allons demander que sur ces milliards-là, on nous donne une partie pour faire du vrai travail de terrain. Donc, c'est comme ça que nous, on se bat sur la question. Et nous sommes très heureux que l'Europa s'engage sur ce terrain. Parce que si on travaille bien sur la région, moi, je suis sûr qu'on va encore aller plus vite et qu'on aura des résultats très probants. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Mais, en gros, voici ce que nous, CNOP, on tente de faire modestement pour réellement donner notre petite marque à cette question de redonner un petit espoir aux jeunes en milieu rural. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Les choses se ressemblent tellement avec la Guinée du Nord, c'est-à-dire le Mali, que je ne vais pas trop m'attarder sur les expériences. D'abord, rappelant un peu les contextes. Le contexte est le même. Aujourd'hui, il y a la problématique réelle de la canalisation de la jeunesse, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans les autres secteurs, mais la canalisation de la jeunesse pour les implanter vraiment dans leur pays. C'est une problématique qui est partagée. Mais cela se fait sentir beaucoup plus au niveau rural, notamment les jeunes ruraux. Le problème est le même en Guinée. Mais il faut reconnaître que déjà, il y a eu tellement d'expériences, il y a eu tellement de tentatives, que ce soit de la part des ONG, que ce soit de la part des projets qui viennent s'installer, que ce soit de la part de l'État, selon les différents ministères, il y a eu plusieurs tentatives. De sorte qu'il y a eu même des projets qui ont financé l'immigration.
C'est-à-dire qu'ils ont financé les jeunes pour qu'ils puissent aller à l'extérieur. Parce que la formule, la stratégie n'était pas définie. Les fonds que les jeunes ont captés les ont permis d'avoir les billets, pour certains, ou de payer le transport pour aller. Alors, l'expérience que nous avons au niveau de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, c'est des expériences diversifiées. Il y a de plusieurs natures. À travers les fédérations membres de la Confédération, il y a eu des expériences. À travers les différents projets qui sont en lien avec la Confédération, il y a eu des expériences. Ici, je vais parler juste de la dernière expérience que nous avons vécue, c'est avec le FIDA. Donc, il y a eu une soixantaine de jeunes qui ont été accompagnés. Sur cette soixantaine de jeunes, nous avons pu faire une capitalisation sur 30 jeunes. C'est-à-dire qu'on a pu écrire les documents sur 30 jeunes. Je crois que les collègues vont partager les documents d'ici les 3 jours. Alors, premier critère, c'était quoi? Il faut vraiment financer les jeunes parce que le milieu rural se vide progressivement. Les OP, c'est vraiment des personnes presque de la 3e génération maintenant qu'on retrouve. Alors, il faut faire une régénération des producteurs. Mais comment le faire? Alors, à l'arrivée du FIDA, au niveau de la CNOPG, on a dit que nous, on avait des idées sur lesquelles on pourrait travailler ensemble pour installer le jeune. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile parce que le FIDA en lui-même avait des expériences amères dans les autres pays. Donc, il n'entendait pas trop aller sur cette piste. Mais heureusement, au niveau de la Confédération, la composante 5, c'est l'insertion et installation de jeunes. Ça, c'est depuis 2008. C'est écrit. Mais on n'avait aucun moyen pour appliquer. Ça, ils l'ont trouvé sur place. Le document existait. Au niveau du FIDA, il y avait la composante genre. Sur la composante genre, il fallait développer des actions spécifiques liées vraiment aux jeunes, liées aux femmes, ainsi de suite. Donc, les deux raisons les ont amenés quand même à nous écouter. Et on est partis ensemble. Nous sommes dans l'expérience. Alors, les jeunes que nous avons accompagnés, la soixantaine, sont dans des domaines diversifiés. Il y a des jeunes qui ont reçu juste des motoculteurs. Il y a des jeunes qui ont reçu juste des paires de bœufs. Il y a des jeunes qui ont reçu des tricycles pour servir vraiment de transport en milieu rural. Il y a des jeunes producteurs qui ont été aussi accompagnés dans le cadre vraiment de la production. Donc, les 10 expériences que nous avons, les premiers critères pour vraiment être accompagnés pour les jeunes producteurs, le premier, c'était vraiment appartenir à une organisation paysanne. C'est-à-dire, le jeune devrait forcément être membre d'un groupement. Et que ce groupement soit membre d'une union et l'union soit membre d'une confédération. Vous savez, c'est un peu le cycle de la structuration. Ça, c'était le premier critère. Le second, il fallait que le jeune ait la terre. C'est-à-dire que le jeune ait accès à la terre. Alors là, c'est diversifié. Les jeunes qui ont été accompagnés, il y a effectivement des jeunes qui avaient de la terre. Ils appartiennent à des familles qui sont propriétaires terriens, donc ils avaient la facilité d'accéder à la terre. Mais il y en a d'autres qui ont été accompagnés, qui ne sont pas propriétaires terriens, mais qui étaient dans les exploitations, qui avaient déjà l'expertise, qui font les locations des terres, donc qui font des cultures annuelles. Ceux-ci aussi ont été accompagnés. Et l'autre critère, il fallait que le jeune présente lui-même son document d'affaires, c'est-à-dire son plan d'affaires. Donc, il était question d'élaborer un plan d'affaires pour le jeune. Et c'est là où aussi la CNOP, en tant que structure d'accompagnement, a joué. Donc, on a accompagné l'élaboration de ces micro-projets pour les jeunes. L'autre critère, il fallait que dans la zone où le jeune devrait évoluer, qu'il y ait une IMF à laquelle le jeune adhérait. C'est-à-dire une institution de microfinance, parce que les fonds n'ont pas été remis directement aux jeunes. Les fonds ont été installés au niveau de bon, j'en viendrai sur le financement. Voilà. L'autre aspect, c'était qu'il fallait forcément que cette fédération, alors qui fait le rôle de tutorat du jeune, soit membre de la confédération. Donc c'est la CNOP qui a été garante au niveau du FIDA pour dire oui, les jeunes qui sont au sein de nos organisations, vous pouvez les financer, ce n'est pas des aventuriers, mais c'est des producteurs. Donc voilà un peu dans le cadre de l'identification comment ça a été fait. Alors quand les jeunes ont monté des micro-projets, donc ils ont été identifiés d'abord dans les différentes zones, la demande était extrêmement forte.
n'y a que 3 fédérations pour le moment qui ont bénéficié de l'expérience. C'est la Fédération des paysans du Fouta Djallon, c'est la Fédération régionale des producteurs de palmiers à huile et EVA de la Guinée forestière, et puis c'est la Fédération des riziculteurs de la Guinée forestière également. Alors, chacune de ces fédérations, on a fait la phase test, c'était 10 jeunes. Donc, au total, 30 jeunes qui ont été identifiés. Mais la demande était extrêmement importante. À l'intérieur de chacune de ces fédérations, on a laissé libre choix, vraiment, à la fédération de jouer le rôle de sélectionneur. Donc, c'est eux qui ont mis en place des sous-critères encore pour pouvoir vraiment identifier les jeunes qui étaient vraiment au sein des organisations qui étaient connues, reconnues par la communauté. Ce sont ces jeunes qui ont été sélectionnés dans cette première phase. Voilà. Alors, je disais tantôt, au point de vue financement, il fallait qu'il y ait une IMF dans la localité. Alors, le débat avec le FIDA, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas remettre de l'argent aux jeunes, de l'argent frais aux jeunes, mais ils sont prêts à placer ces fonds au niveau des IMF. C'est ce qui fut fait. Si la base du plan d'affaires qui est élaboré par le jeune dans la localité, les montants sont mis au sein de cette IMF. Et les jeunes viennent là prendre les fonds. Alors, un quota de remboursement a été négocié. Il est de 20 la première année, 20 la seconde année et 30 les 3 dernières années, les 2 autres dernières années. L'expérience, on peut dire, a démarré, parce que nous sommes à la 3e année, 4e année maintenant. Il est peut-être très tôt pour dire que c'est une réussite, mais quand même, sur la soixantaine de jeunes qui ont été accompagnés, pour le moment, ils sont en train d'évoluer. La seule chose à laquelle on n'a pas vu très tôt dans ce processus, c'est le financement des jeunes qui ont comme activité, par exemple, l'installation des plantations. Donc les palmiers à huile et EVA, qui la production ne démarre qu'à la production économique ne démarre qu'à la 5e année. Alors qu'ils devraient rembourser la première année 20%, la deuxième année 20%. Donc on était obligé de revenir avec le FIDA pour faire un processus autre qui soit de façon généralisée pour les autres riziculteurs et producteurs de maïs. Alors, dans l'expérience au niveau de ces différents jeunes, c'est qu'aujourd'hui nous trouvons que ces jeunes sont effectivement en train d'évoluer. Ils sont des fermiers et ils sont en train de diversifier au-delà de l'action qui ont été financées par le fonds, mais à côté ils sont en train de développer d'autres activités, notamment le maraîchage, notamment la prestation, parce qu'ils ont des équipements. Donc ils sont en train vraiment de s'installer en vrais fermiers dans le milieu où ils sont. Et certains même à date ont commencé déjà à approcher des frères dans les localités pour vraiment pouvoir faire marcher leur ferme. La difficulté, c'est que c'est la base de projet, il y a eu des limites. Ça ne couvrait pas la totalité de la demande du plan d'affaires de jeunes. Donc les projets ont été financés à moitié. Ça, c'est une contrainte. Les jeunes sont obligés toujours de faire face, cette fois-ci, à l'IMF, mais avec un taux un peu plus élevé, pour vraiment trouver de l'argent, pour compléter vraiment l'action qu'ils veulent mener auprès de leur exploitation. Là, c'est une première contrainte. La seconde contrainte, je le disais tantôt, c'est le taux de remboursement. Le taux est élevé. Les jeunes trouvent que ça vraiment c'est élevé. Il leur faut vraiment du boulot autre pour pouvoir rembourser et être à la phase de production économique et dire qu'ils peuvent tirer profit. Surtout pour ceux qui sont dans les cultures pérennes. Voilà. Donc, nous sommes en train de suivre. Il y a eu vraiment la première, je peux dire une première capitalisation, c'est-à-dire un arrêt juste pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est ce document que nous avons à notre disposition. Peut-être après 5 ans, on pourra se prononcer de façon un peu plus claire, de façon beaucoup plus précise pour dire oui, voilà le chemin par lequel on pourrait passer pour vraiment installer le jeune. Mais à date, on se félicite quand même des résultats que nous avons sous la main. Voilà. Pour ne pas être long, je vous remercie. Ok. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, en tout cas, d'après les interventions des uns et des autres, on constate que, en tout cas, les plateformes membres du ROPA, chacune à son niveau fait, en tout cas, des initiatives
développe des initiatives pour pouvoir installer ou insérer les jeunes dans les marchés, en tout cas socio-professionnels. Les contextes sont presque pareils. Donc moi je parlerai juste en tout cas de l'expérience du projet Terre et Paix que le président en tout cas de la CNOP en tout cas a évoqué. C'est un projet effectivement qui a réuni les 3 pays, qui a vraiment véritablement aidé à installer les jeunes. Donc c'est vraiment une expérience réussie, disons en tout cas dans les 3 pays, donc particulièrement au Niger. L'expérience a démarré en tout cas d'abord avec l'identification de jeunes. Donc il y a 10 jeunes, ce qu'on appelle 10 jeunes à risque, qui sont dans des zones reculées et qui sont dans les zones à conflit, qui peuvent effectivement basculer d'un moment à un autre, dans, soit dans les conflits ou bien les jeunes filles dans en tout cas des travails qui n'est pas du tout noble. Donc ces 10 jeunes qui ont été identifiés, la première des choses, c'est d'abord ils ont été formés. Parce que effectivement, ça a été dit ici, il ne suffit pas de voir un jeune aujourd'hui et de lui donner de l'argent pour aller monter un projet, alors que le jeune lui-même, il n'a même pas l'idée du projet. Même s'il a l'idée du projet, il ne sait même pas, en tout cas, comment il va formuler le projet et le mettre en œuvre. Donc la formation a été faite au niveau du centre de formation en agroécologie de ces 10 jeunes-là. Au cours de la formation, il a été demandé à chaque jeune déjà d'avoir une idée du projet qui souhaiterait en tout cas mettre en œuvre après en tout cas la formation. Donc après cette formation, les jeunes à la fin, chaque jeune a émis en tout cas son idée. L'idée a été mûrie cette fois-ci au niveau même de l'exploitation, parce que on a en tout cas disons recruté un expert pour aller au niveau de l'exploitation, suivre les jeunes lui-même dans son exploitation, voir le contexte et l'aider à formuler le projet. Donc, en tout cas, tous les 10 micro-projets qui ont été élaborés, effectivement, ont été soutenus et financés par le projet Terre et Paix. La difficulté, effectivement, c'est l'accès, effectivement, au foncier. Comment les jeunes vont être sécurisés du point de vue foncier. Donc là, des processus de concertation ont été menés avec la mairie, avec le parent, pour pouvoir en tout cas ne serait-ce octroyer aux jeunes là bénéficiaires du projet un petit lopin du terre pour qu'ils s'installent, en tout cas après peut-être quelques années. Là, ils auront eux-mêmes généré de revenus qui vont leur permettre d'avoir leur propre terrain. Et cette idée de projet a amené la plateforme paysanne elle-même donc à élaborer un grand projet, ce que nous avons appelé incubateur de ferme familiale au niveau du centre de formation en agroécologie. L'incubateur de ferme familiale, en tout cas, c'est une idée que nous avons appelée novatrice, parce que nous avons en tout cas, nous voulons faire venir tous les jeunes de 8 régions du Niger, donc au niveau du centre. Et ces jeunes-là vont être incubés au niveau du centre où ils vont recevoir toutes les formations théoriques, pratiques dans les différentes filières agro-pastorales. Donc ces jeunes vont acquérir leur fonds d'amorçage au niveau du centre. Parce qu'il ne s'agit pas effectivement de négocier des projets ou autres, mobiliser des financements, donner aux jeunes, parce qu'on a vu ça a plusieurs fois foiré. Combien de jeunes ont monté des projets, ont l'argent appuyé finalement, certains n'ont même pas mis l'argent dans le projet en tant que tel, ils ont utilisé l'argent pour autre chose. Donc nous avons pensé à ce que les jeunes travaillent au niveau du centre et le produit, en tout cas les recettes issues de vente de ce produit vont être réparties de deux manières. C'est-à-dire 50% vont être alloués au niveau du centre pour servir en tout cas de renouvellement des infrastructures pour accueillir la prochaine génération. Et 50% va être réparti en deux. 25% sera alloué comme frais de location donc, de jeunes. Parce que chaque fin du mois, quand on a fait les calculs, on a fait un plan d'affaires du projet.
chaque fin du mois, les jeunes auront environ 40 000 francs qui va lui servir comme allocation. Et à la fin de 6 mois ou 8 mois, en fonction de métier ou bien de la filière que les jeunes auront choisi, il aura un fonds d'amorçage de 3 à 4 millions. Et après, en tout cas, l'acquisition de fonds d'amorçage, les jeunes vont être accompagnés, cette fois-ci, dans les terroirs que les jeunes auront choisi pour s'installer. Les gens vont être accompagnés dans l'élaboration des plans d'affaires, dans en tout cas la compréhension même de l'environnement entrepreneurial, jusqu'à en tout cas 3 ans après la formation, après son séjour au niveau du centre. Donc 3 ans, les gens vont être accompagnés, ils vont être suivis pour qu'ils soient véritablement installés. Lorsque nous avions élaboré en tout cas ces projets, on a commencé une concertation avec ce que nous appelons un noyau dur, c'est-à-dire un noyau de partenaires et des experts, en tout cas des gens qui sont avertis dans ce genre de choses. Nous avons saisi la primature. Quand ils ont vu le projet, ils étaient intéressés. Nous avons, effectivement, la présidence était intéressée par le projet. Mais, bon, toujours, quand l'initiative est bonne, il y a certains qui vont essayer de mettre le bâton dans les roues. Ce qui a empêché, effectivement, le projet de commencer à mettre en œuvre. On nous a demandé, mais c'est bien beau le projet, mais comment les statuts du centre? On a dit que le statut du centre, parce que c'est un centre de 15 hectares, qui a tout, en tout cas, les dispositifs d'accueil. Parce que la zone, c'est vraiment où la nappe à moins de 12 mètres de l'eau. On a tous les dispositifs d'irrigation. On a, en tout cas, tout ce qu'il faut pour séjourner au niveau du centre, on en a. Maintenant, les gens ont posé la question du statut du centre. Est-ce que le centre a un titre foncier? Sinon, parce que les gens, des projets comme Banque mondiale n'oseront pas mettre leurs sous dans en tout cas, un endroit à problème. Donc, c'est ça qui nous a fallu, effectivement, parce que nous, on avait une donation du chef de canton. Quand le chef de canton, parce que lui-même, il a vu l'enjeu de la chose, il a accepté de nous donner, en tout cas, tout ce qu'il nous faut pour avoir le titre foncier. Maintenant, on a fait toutes les démarches et on est parti au cadastre. On a tous les dossiers, en tout cas, sont élaborés. Nous sommes en train de faire le suivi au niveau du cadastre pour avoir, en tout cas, les titres fonciers. Le numéro même est sorti. Ils ont fait leur publication. En tout cas, nous pensons qu'incessamment, le projet sera mis en œuvre. Merci. Merci. Moi, je vais continuer sur la même lancée parce que l'expérience qu'on avait voulu partager est liée justement à cette dynamique autour d'un projet commun qu'on a eu avec le Mali et le Niger. Et je ne vais pas revenir sur le contexte parce que l'esprit de départ, c'était c'était comment accompagner, créer des emplois et accéder aux ressources foncières dans les zones à risque. Au niveau du Sénégal, on l'a accentué au niveau de la Casamance, dans la région de Ziguinchor, qui a été fortement affectée justement par les conflits armés. Donc on a profité de cette initiative pour justement encourager le retour des activités économiques, la resocialisation des exploitations agricoles et autour des communautés. Donc je ne vais pas revenir sur le contexte. Alors, la stratégie qu'on a développée justement pour y arriver a essayé de prendre en compte aussi les problématiques que les jeunes posaient lorsqu'ils parlaient de leur triptyque 3F, autour des 3F, foncier, formation, financement. Donc la stratégie a été de voir comment on devrait initier ce genre de projet autour de ces préoccupations des jeunes. Alors, au niveau du foncier, justement, parce que nous, on n'en a pas fait un critère, contrairement en Guinée, pour dire que s'il dispose de foncier, il répond aux critères pour être dedans. Nous, on a pris l'option d'accompagner même le jeune dans tout le processus d'acquisition de terre.
aussi bien en termes de sécurité foncière, mais aussi en termes de sécurisation foncière. Je m'explique. Quand on parle de sécurité, c'est avec la famille. Donc il y a eu tout un processus de négociation, parce qu'il faut comprendre aussi comment les terres sont affectées ici au niveau du Sénégal. C'est vrai, elle est gérée par la collectivité locale, mais il y a les chefs coutumiers, il y a les chefs de village, il y a les exploitations familiales qui sont fortement impliquées. Donc il fallait faire tout un travail de négociation avec la famille pour accepter que la famille décide de donner un espace aux jeunes. Et pour ce faire, comme aussi on devait faire avec les moyens, parce que le projet a regroupé a fait bénéficier 32 jeunes dans 3 communes. Donc 10 jeunes par commune. Et comprendrez aussi, pour choisir les 10 jeunes, il fallait se concerter aussi avec les quartiers, avec les communautés, pour qu'eux-mêmes ils puissent désigner une famille. Et à l'intérieur de cette famille, il fallait dérouler tout le processus de négociation pour qu'ils choisissent au sein de la famille une personne sur la base d'un certain nombre de critères. Donc il y a tout ce processus-là qu'on a accompagné pour obtenir la décision de la famille à octroyer une terre. Maintenant, le travail de sécurisation a commencé maintenant. Ça, c'est la sécurité foncière parce que c'est la famille qui donne, mais rien n'est durable avec ça. Parce qu'ils peuvent se lever en 2 jours dire oui, on désaffecte. Alors, le processus aussi a accompagné, après cette décision, au niveau de la collectivité locale pour avoir la délibération par la collectivité locale. Et ça, c'est ça qui garantit un peu la durabilité pour que le jeune puisse en tout cas avoir toute la conscience nécessaire pour faire les investissements structurels. Donc ça, c'est tout le processus d'accompagnement. Mais avant cela, avant le processus d'installation, il y a eu tout un travail aussi de sensibilisation, d'information, de socialisation de l'initiative avec toutes les parties. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, oui, c'est les projets destinés aux jeunes, donc je me concerte juste avec les jeunes, etc. Donc nous, on a essayé de voir toutes les parties prenantes qui s'activent autour de ça, notamment les familles, les associations paysannes, les communautés, les collectivités locales, en tout cas qui ont été associées dans tout le processus. Donc il y a eu un travail de socialisation très intéressant qui a justement peut-être permis à garantir justement la réussite de ce projet-là. Alors, le financement, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être juste en termes de leçons qu'on peut tirer, parce qu'on est dans une phase de réflexion, on cherche à tirer des leçons sur la stratégie qu'on va élaborer. En tout cas, sur la phase de démarrage, 2 leçons qu'on tire de cette expérience, c'est que le portage politique a permis de s'appuyer sur un fil conducteur. Donc tout le travail qu'on a fait est articulé autour de l'exploitation familiale. Ça, l'exploitation familiale a été le cœur de tout le dispositif. On n'a pas voulu séparer jeunes, etc. Donc jeunes au sein de la famille. Tout ce qu'on a fait, c'est en concertation avec la famille. Donc l'exploitation familiale, si on le met au cœur de la démarche, ça peut être une bonne chose. L'autre élément, c'est la démarche aussi inclusive, communication, etc. On a parlé de communication et on a créé toutes les conditions pour que tout le monde puisse être informé, puisse en tout cas émettre son avis sur la question jusqu'à avoir un consensus. Vraiment, il y a eu une démarche transparente par rapport à cela. L'autre élément qu'on peut juger comme leçon, c'est l'engagement aussi des acteurs. Parce que ce processus de transparence, s'il est établi, ça encourage l'engagement, la participation des parties prenantes. Ça aussi, on l'a retenu comme leçon. Maintenant, sur la phase formation, ça aussi, on l'a reposé à travers
ce qu'ils ont appelé l'incubation. Et aussi, on l'a essayé de le mettre en lien aussi avec les préoccupations du mouvement paysan, notamment en le centrant autour de l'agroécologie. On pouvait ne pas cibler ça, mais aussi tout ce qu'on fait doit être articulé avec ce que le mouvement est en train d'être fait, revendiqué, etc. Donc il y a eu ce travail de formation des jeunes autour de l'agroécologie. Et pour cela, il y a eu 3 leviers qui ont été utilisés. C'est des formations théoriques en agroécologie qui ont permis aux jeunes d'être incubés pendant des jours au niveau des centres de formation agroécologique. Ici au Sénégal, il y a un centre de référence qui est la ferme Kaidara, qui est à Mbour, où les jeunes ont eu à séjourner pendant plusieurs jours pour être formés sur les techniques agroécologiques. Mais au-delà de ces formations aussi, les jeunes ont eu l'opportunité de faire des visites d'échange, notamment au Mali, où il y a une partie qui a visité le centre Nyeleni. Il y a aussi d'autres jeunes qui ont participé au forum de l'agroécologie organisé ici à Dakar. Tous ces événements, tous ces aspects doivent leur permettre de se renforcer davantage. Et aussi les visites d'échange externes, c'est-à-dire à l'intérieur de la région. Ça aussi, il y a eu des visites d'échange qui ont caractérisé la phase de formation. Donc, en termes de leçons apprises justement par rapport à cela aussi, on pense que la dimension insertion est importante pour l'installation des jeunes. Ça garde sa cohérence avec le fonctionnement de l'exploitation familiale. Ça, je l'ai dit tantôt. L'autre élément, c'est qu'il faut que l'appropriation de la philosophie du projet par les promoteurs est essentielle pour l'initiative. Dans le cadre de ce projet, justement, l'originalité réside dans les aspects suivants. J'ai dit tantôt la centralité de l'exploitation familiale, le partage, les pratiques agroécologiques, mais aussi la sécurité et la sécurisation foncière. Donc, c'est les 3 aspects-là qui font que, effectivement, on peut bâtir avec des choses qui, on est sûr que ça va être durable. Certes, le projet et l'expérience, elle est récente, donc on ne pourrait pas parler d'impact, mais quand même, comme il a dit, on commence à voir des résultats probants qui peuvent nous faire croire qu'effectivement, on était sur la bonne voie. L'autre élément d'impact qu'on pourrait cerner, c'est ce qu'on a appelé la cohésion sociale, parce que le processus qu'on a suivi pour identifier le jeune a permis d'intégrer d'autres dimensions que nous n'avions pas cernées, notamment la dimension, comment on appelle, cohésion sociale, mais aussi en termes d'image, parce que le jeune qui a été choisi, dans son esprit, il a tout fait pour ne pas avoir d'échec, parce qu'il s'est dit qu'il a été le seul à être choisi au niveau de son village, donc il n'avait pas droit à l'échec. Et ce facteur-là aussi a accompagné le jeune dans sa motivation, dans son engagement. Ça aussi, on l'a noté comme quelque chose qu'on peut valoriser comme étant des aspects sur lesquels il faudrait bâtir nos stratégies. Et le dernier élément sur lequel je voulais juste terminer, c'est en termes de conditions favorables à la réussite de cette initiative-là. On peut noter l'adhésion des collectivités locales et des autorités administratives. Ça aussi, on ne peut pas faire fi de ça. C'est des composantes essentielles d'une stratégie quand on parle d'insertion des jeunes. On ne peut pas le faire nous-mêmes en vase clos. On est obligé de collaborer avec les collectivités locales, avec les autorités administratives. La négociation au sein des familles aussi a été quelque chose de très, très, très innovant. Et ça aussi, ça participe au facteur de réussite. L'autre condition de réussite, c'est la démarche participative, inclusive, communicative et surtout transparente, parce qu'il y a eu tout un mécanisme qui a été mis en place pour rendre compte du niveau de déroulement du projet. Et l'aspect aussi flexibilité
on a parlé de ça ce matin, mais justement, c'est le projet, un exemple. Parce qu'au départ, quand on élaborait le projet, à travers l'appel à proposition on l'avait imaginé autour d'une ferme collective. Mais à l'issue de la socialisation au niveau communautaire, on s'est rendu compte que ce schéma-là a des limites. Et c'est ça qui nous a permis à le faire individuellement. Et heureusement aussi, l'Union européenne, dans sa flexibilité, a accepté ce principe-là. Et pourvu qu'on ne sort pas de l'enveloppe financière, c'est toute leur exigence. Mais quand même, justement, c'est ce caractère flexible qui fait qu'on a pu réorienter le projet, non seulement au travers une ferme collective, mais dans chaque communauté, avec des fermes, avec des champs individuels aux bénéficiaires. Le leadership aussi du mouvement paysan a été très, très bénéfique. Parce que s'il n'y avait pas le portage politique du CNCR via le CRCR au niveau local, ça aussi on n'aurait pas pu arriver à ces résultats. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue de leur participation, de leur portage au niveau des collectivités locales, mais aussi au niveau national avec les partenaires, on n'aurait pas pu avoir des résultats pareils. Donc, c'est un peu en complément à ce que le collègue avait parlé, pour peut-être partager cette expérience-là en espérant que ça pourrait nous inspirer dans la conception qu'on est en train de construire. Merci.